Alice Zeniter, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Juste avant l'oubli, aux éditions Flammarion. Vous aviez publié deux romans jusqu'ici. Sombre dimanche, hein, qui avait obtenu le prix du Livre Inter, le prix des lecteurs de l'Express et le prix de la closerie des Lilas. Et puis, vous êtes aussi metteuse en scène. Oui. Alors, comment ça se passe? Parce que c'est à la fois une double casquette, enfin deux casquettes, hein. Vous êtes à la fois écrivain et vous êtes dans le monde du théâtre, ce qui est une autre activité différente, j'imagine, non? Pour moi, ce sont 2 dynamiques qui sont très différentes, mais qui sont, Complémentaire? complémentaires et dont j'ai besoin. C'est-à-dire après un long temps passé en écriture où je suis vraiment toute seule, avec, mes personnages, avec un monde qui n'existe que dans ma tête, ça me fait toujours énormément de bien d'aller travailler sur un plateau, d'avoir une équipe de, 6, 7, 10, 12 personnes et justement, voilà, de travailler sur quelque chose qu'on élabore ensemble. Et quand j'ai pas l'un des 2 pendant trop longtemps et ben, il me manque beaucoup donc mon équilibre dépend de ces 2 piliers-là. Alors dites-nous un petit peu les livres, les textes que vous avez mis en scène et ceux que vous aimez bien, les auteurs que vous aimez bien mettre en scène. Alors, là, c'est un peu particulier parce que moi, quand je fais des mises en scène, c'est sur mes propres textes. Hmm. Après, j'assiste d'autres metteurs en scène, sur des textes déjà écrits. Donc, par exemple, j'ai fait, le Misanthrope de Molière avec, Thibaut Pernoud, dans une mise en scène qui était absolument, très, très, très énergique, très folle, très axée sur la crise et la douleur amoureuse et c'est une pièce qui est très belle. J'ai travaillé avec Julie Berès sur, Le Petit Eyolf d'Ibsen. Après moi, je suis une fan absolue de Tchekhov. J'adore la démesure de Shakespeare, la folie de quelqu'un comme, Witold Gombrowicz à qui le roman est dédicacé, d'ailleurs, et qui en théâtre a fait des choses complètement folles comme Yvonne princesse de Bourgogne. Pas le Voilà, seul texte d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres, hein, de Gombrowicz, absolument. qui sont tout à fait étonnants. Oui, très, très étonnant. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a su exploser les formes pour que tout le monde puisse en faire, l'écho de sa propre folie. Et alors là, on vous retrouve avec un livre qui, d'une certaine façon, rentre, pas à des auteurs dramatiques, mais à des auteurs de polar, ou en tout cas, parce que on va parler du livre, c'est d'une certaine façon un triangle amoureux, et on va comprendre pourquoi c'est pas finalement un vrai triangle amoureux, mais que ça pourrait en être un. Euh, et bon, dans votre vie, il y a aussi le polar, d'une certaine façon, ou en tout cas, une certaine forme de polar. Oui, moi j'ai été élevée, beaucoup à Agatha Christie et à Sir Arthur Conan Doyle, et très tôt j'ai développé, je pense, une histoire d'amour avec Sherlock Holmes, qui était vraiment pour moi un homme que j'aurais pu suivre au bout du monde et j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler de la manière dont le polar, finalement, nous fait descendre dans une atmosphère de mystère, une atmosphère de mort, peut générer de la peur, mais où en tout cas dans ces polars à l'ancienne, heu, on est toujours sûr qu'un détective à l'intelligence incroyable va nous sauver et on s'abandonne à lui. Et donc j'avais aussi envie de parler de la manière dont de la manière dont ce type de polar est devenu, avec le temps, quelque chose de différent puisque les auteurs ont beaucoup attaqué cette figure du super détective. Ils l'ont rendu de moins en moins intelligent, de moins en moins fort, de plus en plus dégoûtant et finalement aussi sordide que les criminels qu'il combattait. Donc il y avait une sorte de mutation dans le polar que l'auteur que j'ai inventé représente aussi. Disons qu'aujourd'hui, un grand nombre de détectives, d'inspecteurs, de gens qui sont dans la police, sont un petit peu dératés. Ils ont raté, ils ont 50 ans, ils ont perdu leur femme, ils boivent pas mal, ils savent plus où ils en sont, ils sont complètement paumés. Ils partent à la recherche, pas tout le temps, d'un criminel dont ils se demandent vraiment si ça vaut le coup vraiment d'enquêter. C'est vrai que c'est très différent de ces livres policiers du début du siècle jusqu'à Maigret, bien sûr. Mmh. Bah, oui, vous l'avez dit, je vais pas le redire, mais oui, oui, je suis d'accord avec vous, il y a un changement qui s'est opéré et qui est assez étonnant et qui dit beaucoup de choses sur notre époque, je pense. Alors, bon,
justement, revenons à un auteur peut-être méconnu, qui est Galwin Donnell, que je ne connaissais pas personnellement, mais que vous m'avez, dont vous me, dont vous me donnez envie de lire les livres, parce que il est au cœur de ce roman. Alors évidemment, l'idée c'était de réussir à créer ça, c'est-à-dire, j'ai inventé Galwin Donnell et j'avais envie de l'inventer de manière suffisamment Un faux précise, auteur de polar. voilà, pour donner envie aux gens de s'intéresser à lui. Et donc j'ai créé les 10 romans qu'il est censé avoir écrits. Je distille des citations, des morceaux d'intrigue comme ça, tout au long Est-ce que de ça vous Juste a avant obligé l'oubli. à peut-être à imaginer son univers, à essayer de construire l'univers de cet auteur fictif? Ah oui, j'avais un cahier dans lequel je prenais mes notes et dans lequel j'avais des tas de frises chronologiques, dans lequel j'avais inventé toute sa vie, à la fois les éléments personnels, les moments de parution de ses livres. J'ai dû réfléchir à combien il en avait vendu, quel était son livre, enfin quel était le livre que les lecteurs avaient préféré, est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient été jugés plus faibles. Et puis évidemment, j'ai dû écrire la trame de ces 10 romans parce que sinon je me contredisais moi-même en fait. Tant que j'ai pas eu posé clairement les pierres de l'œuvre de Galwin Donnell, j'écrivais une chose et son contraire sur ses livres. Donc à un moment donné, j'ai bien été forcée de m'asseoir et de dire très bien, donc ces 10 livres, c'est ça, 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 ça et c'est telles histoires. Il ne serait pas temps de vous dédoubler un petit peu comme Romain Gary et puis finalement d'être aussi cet auteur que vous avez inventé et puis d'écrire ces livres-là? Alors, c'est évidemment une tentation très forte, et une autre que j'ai, très très clairement, je le sens en ce moment, c'est, voilà, Galwin Donnell, j'ai décidé qu'il était mort, enfin, qu'il avait disparu au début des années 80 et en même temps, j'arrive pas à le laisser mourir et j'ai envie de le ressusciter pour d'autres histoires. J'ai envie de parler, voilà, j'ai envie de continuer à parler de Galwin Donnell, même après, juste avant l'oubli. Donc je sais pas quelle forme ça va prendre. Est-ce que ce sera en devenant moi Galwin Donnell ou en écrivant d'autres petits textes sur lui? Ça, je sais pas encore, mais évidemment, c'est très tentant. Cela dit, vous seriez à ce moment-là dans un polar beaucoup plus classique que ceux qu'on nous donne à lire en ce moment, hein, Alizé Nitter. Ah, ça m'obligerait à réfléchir à comment je me positionne par Voilà. rapport au polar actuel, oui, en Alors effet. justement, on revient maintenant à ce livre qu'on n'a pas du tout oublié. Et d'ailleurs, le mot est dans le titre, et c'est juste avant l'oubli. Euh, Dans ce livre-là, on a deux personnages qui vont aller justement assister à un colloque hein, qui tourne autour de ce personnage, de cet écrivain que vous avez inventé. Et ils vont aller dans une petite île. Et là, les choses ne vont pas se passer comme ils le pensaient. Oui, parce que dès le départ, ces deux personnages qui se rendent à ce colloque, ils vont pas sur un pied d'égalité. C'est Emily, elle a organisé ce colloque parce qu'elle fait une thèse sur Galwin Donnell. C'est un auteur qu'elle adore, auquel elle a décidé de consacrer des années de sa vie et dont elle est même amoureuse. Enfin, d'une manière, voilà, d'une manière un peu secrète. Elle l'avouerait jamais aux autorités universitaires, mais elle est amoureuse de cet auteur bien au-delà du cadre officiel et scolaire de la thèse. Et Frank, lui, il est amoureux d'Emily. La seule raison pour laquelle il va sur cette île, c'est pour être avec elle, c'est pour lui prouver son attachement, pour peut-être la convaincre de fonder une famille avec lui. Et donc Frank, lui, Galwin Donnell, ça l'intéresse pas du tout. Donc pendant que Emily, elle, va se plonger dans ce colloque, rencontrer avec admiration, avec excitation tous les universitaires qui ont écrit des ouvrages majeurs sur Donnell, ben Frank, lui, il va juste passer son temps avec Jock, le gardien de l'île, qui est un personnage un peu fou, un peu misanthrope, un peu alcoolique. Et donc voilà, Frank et Jock vont regarder la mer en buvant du whisky et en parlant du fait que et Galwin Donnell et le polar et ce colloque et la vie en général est absurde et moche. On voit bien qu'on est dans les Hébrides parce que, eh bien, finalement, Galwin Donnell va être une sorte de fantôme. Et ça ne va pas tellement plaire aux personnages
euh, important de votre livre, enfin, à votre héros masculin, si on peut dire, dans la mesure où lui va se retrouver aimant une femme, mais avec quelqu'un qui a disparu, qui n'est plus là, qui Et est qui cet lui dispute son écrivain. cœur. Et donc, c'est là où on sent qu'on est vraiment en Écosse. Oui, parce que moi, ce que j'ai imaginé, c'est que je pense dans leur vie de tous les jours à Paris, Frank et Emily avaient déjà évidemment ce problème de elle aimant Galwin Donnell un peu trop au goût de Frank, mais sur cette île où l'auteur a vécu pendant 20 ans, où tout est une sorte de monument, de stèle à sa mémoire, où tous les gens qui viennent pour le colloque viennent pour honorer sa mémoire, alors là, le fantôme de Galwin Donnell devient tellement présent que Frank a l'impression parfois voilà, de pouvoir le sentir physiquement qui se couche dans le lit entre lui et Emily. Et, et évidemment, comme c'est quelqu'un d'intelligent et de sensible, il se trouve stupide de jalouser un homme qui est mort. Il se dit ça n'a aucun sens. Et pourtant, si l'amour d'Emily pour Donnell est réel, la jalousie de Frank doit l'être aussi. Il y a un lien de chaîne à conséquence qui fait que ces sentiments, même adressés à un absent, existent pour de vrai. Vous connaissez cette région des Hébrides? J'y suis allée une fois, il y a quelques années déjà, et c'est vrai qu'en regardant, c'est assez fou en fait. J'étais sur l'île de Skye et je regardais les autres îles plus loin et je me disais, je suis sur une île qui a des îles, qui elles-mêmes probablement ont des îles, et c'est comme si le monde se morcelait jusqu'à disparaître dans la mer. Et je m'étais dit, voilà, c'était il y a 5 ans, et je m'étais dit, il faudrait faire un roman qui se passe ici, et il arrive maintenant. Et il est arrivé. Alors, c'est un livre qui, d'une certaine façon, va se transformer aussi en polar. On va rencontrer un certain nombre de situations qu'on rencontre dans un polar. Évidemment, en parlant du roi du polar, du pape de la cruauté, comme Galwin Donnell a été surnommé par certains de ses lecteurs, je me suis retrouvée contaminée par le sujet dont je parlais. Donc il y a tout un tas d'éléments qui reprennent les codes du roman noir. Déjà, il y a cette disparition de Galwin Donnell. On ne sait pas s'il s'est suicidé, on ne sait pas s'il a glissé dans la mer. Il y a des conspirationnistes pour dire que, en fait, probablement, il aurait été attendu par un sous-marin ou un deltaplane et qu'il est en train de finir sa vie quelque part bien tranquille. Et il y a évidemment la question du dernier roman de Donnell, puisqu'il a disparu sans avoir donné le dernier chapitre de ce roman qui s'appelle Le Pont des Anguilles. Et donc on a un roman laissé sans résolution et qui tient depuis 30 ans ses lecteurs dans une sorte de soif terrible de savoir comment finit le Pont des Anguilles. Donc on a tout ça et évidemment d'autres complications et même avant la fin du roman, un cadavre, dans un chapitre intitulé « Enfin un cadavre ». Vous êtes amusé, hein? Le Pont des Anguilles, là, vous savez, vous avez joué avec tous les codes possibles, imaginables, et les mots. Et amusé aussi, d'une certaine façon, donc, avec les codes du polar. Et vous avez cherché, Alice Zeniter, à amuser le lecteur. Évidemment, j'avais envie que le lecteur puisse sentir toute la jubilation, toute la malice qu'il y avait dans cette entreprise d'écriture à tiroir, où on commence à parler d'un couple, et puis ce couple nous amène sur un auteur, et cet auteur nous amène sur son personnage, qui lui a vécu d'autres histoires. Donc il y a des fictions dans des fictions dans des fictions, et ce qui commence comme un petit voyage finalement de Paris jusqu'en Écosse va devenir un grand bourgeonnement d'histoires avec avec des portes qui sont ouvertes et par lesquelles le lecteur peut entrevoir tout un tas d'autres mondes. Et voilà, j'avais vraiment très envie de créer une sorte de plaisir sans fond de la lecture. Ou même une fois le livre terminé, il restait encore des tas d'embryons qui auraient pu partir et qui pourraient encore partir dans des directions différentes et que le lecteur pourra compléter bien au calme chez lui dans son lit avant de s'endormir. Un peu comme des poupées russes. Hein. Donc, exactement. On ouvre et puis il y a encore... voilà, c'est un grand château et à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a encore quelque chose derrière. C'est exactement ça que j'espère, oui. Alice Zeniter, merci. Donc, juste avant l'oubli, aux éditions Flammarion, un des livres les plus remarqués donc, de cette rentrée littéraire, et un livre qui est à la fois un livre très littéraire, je dois dire, et en même temps un livre où, vous disiez jubilatoire, moi je dirais un livre aussi auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un livre à la fois amusant, mais qui peut faire peur. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci à vous, Philippe.